Il est né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. En seulement 67 courses de Formule 1, il a réussi à se bâtir une réputation comme nul autre. Il était reconnu comme le pilote le plus habile de sa génération. Il pouvait faire danser sa voiture. Il était le favori des foules, car le plus spectaculaire de tous. Voici l'histoire de la légende d'un peuple, Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve était le fils de Séville Villeneuve, un accordeur de piano, et de Georgette Coupal, une couturière. Gilles était né en 1950 et son frère Jacques en 1953. La famille déménagea à Berthier en 1958. Dès son adolescence, Gilles était un passionné de véhicules motorisés et de vitesse. Gilles était un jeune homme très peu bavard et quelque peu introverti. Il en était tout autre lorsqu'il se retrouvait derrière un volant où il pouvait s'extérioriser à souhait. Gilles aimait la vitesse et voulait toujours pousser les limites d'une voiture. Sans permis de conduire, il eut un jour l'audace d'emprunter la Pontiac parisienne 1966 de son père, qui était toute neuve. Avec tous ses excès, l'inévitable survint. Gilles détruisit complètement la voiture de son père en perdant le contrôle sous la pluie. Ses parents étaient loin de se douter que cet accident n'était que le premier d'une longue série. Leur fils était indomptable derrière un volant. Rien ne pouvait l'arrêter. Par la suite, Gilles Villeneuve s'offrira ce que ses pauvres moyens financiers pouvaient lui permettre, des voitures en mauvais état qui ne pouvaient résister bien longtemps à son style de conduite. Une décapotable MGA 1600 MK1 rouge, suivie d'une MGA noire. Gilles était ce que l'on appelait communément au Québec un patenteux, et il réussissait à réparer une direction cassée avec des pinces étaux qui faisaient tourner les roues. Il était d'une témérité illimitée. Par la suite, c'est au volant d'une voiture tchèque, une Skoda Octavia, que Gilles Villeneuve va commencer à se bâtir une réputation de casse-cou, mais de conducteur spectaculaire qui accomplissait déjà des prodiges. À l'entrée du village de Saint-Thomas, non loin de chez lui, Gilles prenait plaisir à prendre un virage à l'entrée à haute vitesse. Gilles Villeneuve parvenait à négocier le virage sur 2 roues. Sa réputation était telle que les habitants sortaient de leur maison pour voir passer Villeneuve, qui était sans peur. Il avait une confiance en lui absolue. Après que sa Skoda Octavia rend l'âme et quelques autres voitures à l'état lamentable, Villeneuve finit par s'offrir une vraie première voiture digne de ce nom, une Mustang 1967 orange avec le capot noir mat. Il était motorisé par un V8 de 289 pouces cubes. Sa Ford Mustang va lui permettre de s'inscrire dans des épreuves d'accélération appelées dragster. Ces compétitions ne dureront pas. Il va par la suite s'inscrire dans une discipline qui va lui donner une certaine renommée, les courses de motoneige, moins coûteuses à l'époque et qui lui permettaient de montrer son savoir-faire et de pouvoir goûter à l'ivresse de la vitesse. À travers sa passion dévorante pour les courses, Gilles Villeneuve avait aussi quelqu'un dans sa vie qui comptait. Le 17 octobre 1970, il épouse Johanna Barth, qui va l'appuyer dans ses rêves. Ils auront 2 enfants, Jacques, qui suivra les traces de son père en Formule 1, et Mélanie, une concertiste. Gilles avait même demandé à son grand ami Gaétan Giroux
de faire du vacarme avec sa Mustang en faisant crisser les pneus lorsqu'il sortirait de l'église. Mais Giroux sagement refusa de le faire. Il témoigna par la suite que cette demande correspondait parfaitement au caractère de Gilles Villeneuve, une passion illimitée pour les voitures. En 1974, il obtient le titre de champion du monde des épreuves de motoneige. Il domine avec d'autres titres remportés aux États-Unis. L'argent amassé lors de ces compétitions vont lui permettre d'accomplir son rêve, la course automobile. Son ami Gaétan Giroux témoigne qu'il pouvait travailler jusqu'au milieu de la nuit sur les réglages d'une motoneige. Il ne négligeait aucun détail. Par beau temps, il comptait les secondes entre les virages, ce qui lui permettait par mauvais temps, avec une mauvaise vision, d'aborder les virages à fond. Son ami témoigne qu'on entendait ses concurrents ralentir dans certains virages. Villeneuve, lui, arrivait toujours à fond. Il était d'une témérité et d'un courage incomparables. C'est ainsi que lors de cette période, Gilles Villeneuve pouvait s'adonner aux deux disciplines en parallèle. En 1973, il remporte le championnat de Formule Ford avec 7 victoires en 10 courses. Villeneuve n'est pas seulement un jeune homme qui prend plaisir à tourner en voiture sur 2 roues ou un coureur de motoneige. Il est un conducteur habile, talentueux, avec des nerfs d'acier. Rien ne l'intimide. De plus, il avait une dextérité peu commune pour le passage des vitesses. Il faisait le tout en douceur à une vitesse fulgurante. Mais il ne fallait pas s'y tromper. Une mécanique dans les mains de Villeneuve passait de durs moments. Il bloquait les roues, passait sur les vibreurs. Il allait toujours au maximum de la capacité de sa voiture. Sa victoire en Formule Ford lors de cette année était à son seul et unique mérite. Sa voiture n'était pas la plus rapide, mais son adresse et sa compétence dans les réglages firent toute la différence. Avant de continuer notre histoire, il est important de raconter un fait véridique concernant Gilles Villeneuve. Jamais un homme n'a eu confiance en ses moyens à un tel point. Nous sommes au printemps 1973. Gilles Villeneuve se présente sur le circuit des Deux-Montagnes. Il va suivre des cours avec Marc Quentin qui sera son instructeur. Villeneuve s'élançait sur la piste, poussait toujours à fond, freinait le plus tard possible, faisait des dérapages contrôlés. Quentin raconte qu'il lui donnait des conseils, lui expliquait les règles de pilotage, les trajectoires à emprunter. Villeneuve était très concentré, il écoutait attentivement. Il ne répondait que « Oui, monsieur, oui, monsieur ». Immédiatement, Villeneuve avait tout compris et améliora son temps de course. Ses trajectoires étaient déjà améliorées. Mais Quentin n'était pas au bout de ses surprises. Il raconte une anecdote incroyable. Durant le repas, Villeneuve a dit la chose suivante. « Je vais courir en Formule Ford. Ce ne sont pas des autos très puissantes et je n'aurai aucune difficulté à l'emporter. L'année d'après, je vais aller en Formule Atlantique. Ça va être plus difficile. Je pense qu'il va me falloir 3 ans pour les dominer. Ensuite, j'aimerais aller en Formule 2 ou en Formule 1. » Quentin n'en croyait pas ses oreilles. Villeneuve avait déjà un plan de carrière. En 1973, Gilles Villeneuve savait où il irait, même s'il n'avait jamais pris le départ d'une seule course à cette époque. Le plus extraordinaire, c'est que Gilles Villeneuve a réellement réussi. Il a réalisé ce qu'il avait prévu. Il était une future étoile, un homme qui serait un jour aimé de tous. À la fin de cette séance,
Marc Quentin réalisait qu'il avait un prodige devant lui. Il savait qu'il était destiné aux plus grands honneurs. Gilles Villeneuve faisait déraper sa voiture. Il la poussait à fond, changeait les rapports avec une rapidité à nul autre pareille. Gilles Villeneuve faisait danser sa voiture. La carrière de Gilles Villeneuve continue à se dérouler à un train d'enfer. Les plus hauts sommets l'attendent. En 1976, il remporte le championnat en Formule Atlantique avec 9 victoires en 10 courses. Il se permet même de gagner le Grand Prix de Trois-Rivières aux dépens de pilotes de Formule 1 qui avaient été invités pour cette course. James Hunt, futur champion, recommandera Villeneuve à l'écurie McLaren. Le jeune homme de 26 ans de Berthierville, qui est parti de rien, sans argent, s'impose et est remarqué par les plus grands. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les grandes portes ne s'ouvrent pour lui. James Hunt aura une influence certaine dans la carrière de Gilles Villeneuve. Ses recommandations sont entendues par l'écurie McLaren. Villeneuve est toujours en Formule Atlantique quand la célèbre écurie lui offre un volant pour le Grand Prix de Silverstone en 1977. Pour une première course, Villeneuve s'en sort avec une honorable 11e place. Malgré des ennuis mécaniques, Villeneuve montre ses habiletés qui sont certaines. Il parvient à réaliser quelques tours rapides qui ne mentent pas. Il peut aller très vite. Il peut pousser une voiture au maximum de ce qu'elle peut offrir. Enzo Ferrari, le grand Manitou de l'écurie, la Scuderia, l'amène pour les 2 dernières courses de la saison. Ce sera une 12e place au Grand Prix du Canada. Puis, au Japon, ce sera un accrochage spectaculaire avec Ronnie Peterson qui fera voler sa voiture dans les barrières de sécurité, tuant malheureusement 2 personnes. Villeneuve signe officiellement avec Ferrari. Il débute la saison 1978 avec la confiance qui l'habite. Ses débuts sont toutefois laborieux. Il ne parvient pas à tenir le rythme. Son coéquipier Carlos Reutemann le domine avec aisance. On se questionne sur la décision d'Enzo Ferrari d'imposer le jeune Québécois. La Formule 1 et Ferrari sont un sujet de tous les instants en Italie. On commence même à vouloir la tête de Villeneuve. Mais peu importe, Enzo Ferrari a confiance en Gilles Villeneuve. Villeneuve s'améliore de course en course et il réserve une surprise de taille lors du dernier Grand Prix de la saison qui se déroule chez lui, le Grand Prix du Canada à Montréal. Le 8 octobre 1978, sur le circuit de l'île Notre-Dame, Gilles Villeneuve réalise l'inattendu. Il remporte la victoire dans ses terres, devant une foule en délire qui ne cesse de l'acclamer. Gilles Villeneuve est l'enfant du pays qui performe avec les plus grands. Villeneuve prend la tête au 49e tour et négociera les 20 derniers tours avec aisance, sans aucun faux pas, pour franchir la ligne d'arrivée dans un moment de tension et d'émotion qui ne se produira plus jamais au Grand Prix de Montréal. Gilles Villeneuve, le jeune homme qui, durant sa jeunesse, tournait sur 2 roues avec sa voiture, ou qui prenait un malin plaisir à semer les policiers qui le poursuivaient, venait de remporter une course dans la discipline la plus prestigieuse au monde, la Formule 1. Il prouvait à la face du monde qu'il était un grand et qu'Enzo Ferrari avait vu juste en l'embauchant. L'avenir s'annonçait prometteur.
Gilles Villeneuve répondra aux espoirs fondés en lui durant la campagne 1979. Sa Ferrari est l'une des plus rapides du plateau. Par contre, il est le deuxième pilote derrière le vétéran Jody Scheckter. Il se doit de suivre les consignes de l'écurie lors de certaines courses où il faut favoriser le premier pilote. Villeneuve est un homme d'honneur. Il suivra les consignes à la lettre. Cette saison sera marquée par 3 victoires en Afrique du Sud, aux États-Unis à Long Beach, puis encore une fois aux États-Unis à Watkins Glen. La saison est satisfaisante. N'eût été des consignes d'équipe, Villeneuve aurait pu être champion du monde dès sa 2e saison. De l'avis de tous, ce n'était qu'une partie remise pour le magicien qui faisait danser sa voiture sur la piste. Villeneuve sera tout de même le vice-champion du monde en assurant le doublé pour Ferrari. Malgré 3 belles victoires, une 2e place au championnat, Villeneuve fera parler de lui au Grand Prix de France à Dijon, où un duel légendaire avec René Arnoux fera l'histoire. Se disputant la 2e place, les 2 pilotes, au mépris du danger, se doubleront à tour de rôle à de nombreuses reprises. Ils se frôleront, ils se toucheront dans des moments de haute tension. Ce duel sera remporté par Villeneuve, un duel qui était le haut fait d'armes de la saison, un duel dont on parlera pendant des décennies. Inside the 2 near side wheels of Villeneuve's Ferrari as they went round the right-hander at Villeroy. This is incredible. This is the 79th lap in this 80-lap historic French Grand Prix, the oldest Grand Prix of them all. This is the 65th Grand Prix, and there has never been a more exciting battle for a major position than this one, with such French interest. Jabouille still ahead. And he's closed right up on Villeneuve, and he's going to try again. They're coming into the start of the last lap behind Jochen Mass in the A2 Arrows. And Arnoux does he? And Villeneuve locks up. And Villeneuve has had to go wide, and Arnoux on the inside as they go round Villeroy. He's got the shorter line. He's got second position. He's through. They bang wheels. He's off, and he's back again. René Arnoux off the circuit and back again, and now Villeneuve's in second position, and this is the last lap. And Villeneuve goes over the corrugations, and he nearly loses the front as they go up to Parabolique on the 80th and last lap. And he's back, he's in second position. Villeneuve is second in the Ferrari. Down to third position goes Arnoux. To La Bretelle, 80th. 80th lap in this 80-lap race, and there's less than a third of it to go. Now, can Arnoux, on the tremendously fast La Combe Courbe de Pouar section, 150 miles an hour, get past? They go past Jochen Mass, and Jabouille wins. Jean-Pierre Jabouille has won in the Renault. Who is going to be second? Villeneuve is at the moment. Arnoux is in third position. Into the Courbe de Pouar they come. There is Riccardo Patrese, and Villeneuve is second. Arnoux is third. Behind them and lapped are Jochen Mass and Jody Scheckter. And an incredible, heart-stopping French Grand Prix as they go into the victory lap with Jabouille 9 points for the World Championship, Villeneuve second, Arnoux third, Alan Jones fourth in the Saudia Williams, in the Candy Tyrrell Jarier fifth, and in the second Saudia Williams car Clay Regazzoni 1 point. Après une année 1979 exceptionnelle, il était évident qu'un championnat du monde était à la portée du magicien. Mais une mauvaise surprise va attendre Villeneuve. La Ferrari 312 T5 est une voiture non compétitive. On avait gardé le même moteur que l'année précédente, qui n'avait aucunement évolué. Gilles Villeneuve n'y pouvait rien. Une saison complètement perdue. Il n'amassera que 6 points.
L'écurie Ferrari doit revoir la conception de la voiture au grand complet. Jody Scheckter, champion de l'année précédente, n'y peut rien lui non plus et prendra même sa retraite. Ferrari revient quelque peu au niveau pour l'année 1981, mais il est évident que la voiture traîne encore de la patte face à une compétition qui évolue sans cesse. La grosse nouveauté sera le fameux moteur turbo 126C1 d'une puissance redoutable. Malheureusement, le turbo, bien que puissant, a aussi une faiblesse évidente. Son temps de réponse est beaucoup trop long avant qu'il puisse exprimer sa pleine puissance, ce qui rend la Ferrari très vulnérable lors des virages à basse vitesse. Villeneuve est encore à la peine. Il y a des voitures supérieures à la sienne, mais il parviendra à obtenir une victoire improbable dans l'un des circuits les plus difficiles, le fameux tracé de Monaco, où il réussit à maintenir en piste une voiture capricieuse avec une tenue de route incertaine. Villeneuve obtient sa 4e victoire en Formule 1. Il réalise encore l'exploit en Espagne, où il profite de l'abandon d'Alan Jones. Villeneuve est en tête, mais il y a 4 voitures derrière lui, dans la même seconde. Elles sont toutes plus performantes que sa Ferrari. Malgré tout, avec son agilité légendaire, il parvient à boucher les ouvertures lors des virages lents. Il profite par la suite de la puissance de son turbo pour reprendre un peu d'avance avant de se faire rattraper dans les virages. Villeneuve tiendra le coup jusqu'au fil d'arrivée avec une autre victoire mémorable et spectaculaire à souhait. Une victoire avec une voiture non performante. Le Grand Prix du Canada de Formule 1 1981 aura lieu sur le circuit de l'île Notre-Dame à Montréal le 27 septembre 1981. Villeneuve accomplira un autre exploit lors de cette course. Une collision bousille complètement son aileron avant qui est retourné à la hauteur de son visage, lui bouchant complètement la vue et bousillant la stabilité de sa voiture. Il pleut lors de cette épreuve. La piste est fortement détrempée. Villeneuve n'a aucune stabilité. Normalement, il devrait s'arrêter au puits pour permettre à l'équipe de changer l'aileron. Mais Gilles Villeneuve n'arrête jamais lorsqu'une voiture peut rouler. L'inquiétude est grandissante. Villeneuve joue gros. Si l'aileron se détache, il peut le recevoir en plein visage et les conséquences peuvent lui être fatales. Villeneuve frôle la catastrophe plusieurs fois. Il semble perdre le contrôle à quelques reprises de sa Ferrari, mais parvient toujours à la ramener en ligne droite. Villeneuve est 3e. Il se bat avec sa voiture sous la pluie. Puis, l'aileron se détache sur sa gauche. Encore une fois, il perd presque le contrôle de sa voiture, mais il tient. Il peut maintenant augmenter sa vitesse. Encore une fois, à Montréal, Villeneuve est acclamé par une foule en délire. Il réussit une autre fois l'improbable, un podium qui paraissait tout à fait impossible. Mais pas pour Gilles Villeneuve, le magicien. Of Canada. It's a and look at that wing. Gilles Villeneuve's in real trouble. Gilles Villeneuve's front wing has gone right up in front of him now. I am sure it has to be black flag. There is no way that they will allow Gilles Villeneuve to continue around this racetrack. I think what you'll find is that he will go as far as the pit, come into the pit, have it immediately cut off by the Ferrari engineers. No doubt some of them might be watching our telecast here, but Gilles' visibility now is almost nil, as you can imagine. That thing is only a matter of, I would say, 2 or 3 feet from his line of vision, and so therefore he's driving blind to a very large extent. I'm sure if he does go round one more time, he will be black flagged. If I were he now, I would make no attempt to do an extra lap. We have no indication as to when this checkered flag will come down. This is why everything is very much
on tender hooks here. He's still driving as hard as he can around here. Now it remains to be seen whether this thing flies off on its own or whether it will have to be cut off, and he's having trouble getting it stopped for the hairpin. He's almost putting it sideways. Great car control by Gilles. Now what's he going to do? My God, he's going to continue. I can't believe it. He's got 50 seconds on the next car, and he could have pulled in, had it cut away, and filled it out on the track again. We've got 11 minutes to the finish, Jackie. That's the report we have. 11 minutes to the finish. Then I fear he is definitely going to be black flagged. Now, this is no detriment to him. If he is black flagged, he will still have to come into the pit. So, therefore, it was either a question of choice or in fact, insistence by the officials. The only risk is that could go underneath his front wheel, therefore either cause an immediate damage to his tire by cutting it and therefore potentially an accident, bending the front suspension while doing so. You also saw him clipping the curb there unnecessarily because, of course, he wasn't getting good visibility. He couldn't see the racetrack as he would normally do, and of course a lot of it is guesswork when it comes to lining a car up for a corner in advance if you can't see the apex of the corner. So I can see now that the officials will certainly be in discussion as to what is going to happen. And as I look outside, the rain is beginning to fall again. The umbrellas have gone up all around the racetrack here. I see spots of rain in our commentary position, the window here, as this is a very critical part of the race for the Canadian. Oh my goodness, Gilles Villeneuve is really in trouble with that. Well, I can't believe they haven't black flagged him already, Jackie. Well, keep in mind, Ron, that they hadn't seen that until he passed. We're getting the privilege of watching this on television. The officials may not have that privilege. They are observers who have to keep their eye on the racetrack, not on television screens, because, of course, they have to see the performance of all of the cars, and they will only have seen that car pass their position once. It now remains to be seen whether they take this black flag out for him. Fairly big decision for Canadian organisers when it's a Canadian driver, but of course safety, and it's fallen off. It went under his car. He's gone sideways. He's managed to collect it again through incredible car control. The aerofoil has come off. It's happened ironically right in front of the pit. He was not given the black flag in any case. He now can continue on his merry way with little or no aerodynamic help. Now let's watch this in slow motion here. As he comes round there, suddenly you will see the wings part company. As we see it slowing down here, he brakes, the nose of the car will go down, and when the nose went down, suddenly the wing came off. It looked like the wing went definitely underneath. Part of the wing went underneath the rear left-hand tire. It will now remain to be seen whether that tire has been in any way punctured. And it's done. L'année 1982 semble des plus prometteuses pour Ferrari. La voiture semble avoir bien évolué lors de l'entre-saison et tous les espoirs sont permis pour que l'écurie revienne au sommet. Villeneuve et Didier Pironi sont les deux pilotes et la bonne entente règne entre les deux qui sont des amis dans la vie. Villeneuve est positif et entrevoit une bonne saison. Malheureusement, les événements ne se passeront pas dans le sens où Villeneuve l'espérait. Le début de la saison est difficile. Les 3 premiers Grands Prix sont remportés par Alain Prost lors des 2 premiers et par Niki Lauda lors du 3e. Les Ferrari ne parviennent pas à s'imposer. Finalement, au 4e Grand Prix, le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, Villeneuve parvient à prendre les choses en main. Il est en tête du Grand Prix. Pironi, son coéquipier, est 2e. Villeneuve ne se méfie pas de Pironi. Il roule allègrement vers une 7e victoire en carrière. Les consignes d'équipe sont de diminuer la vitesse pour ménager les essences. Villeneuve se fait surprendre par Pironi qui le dépasse. Villeneuve ne parvient pas à reprendre la tête et finira 2e. Pironi n'a pas respecté les consignes d'équipe. Villeneuve était furieux. Il ne le regardera même pas lors des cérémonies sur le podium. Il s'est senti trahi et avait avoué à ses proches que plus jamais il n'adresserait la parole à Pironi. Pour ajouter à la peine de Villeneuve, l'écurie Ferrari ne s'était pas prononcée dans cette histoire.
Enzo Ferrari, qui considérait Gilles Villeneuve comme un fils, ne s'exprimera pas sur le sujet. Villeneuve se sentait doublement trahi. C'est avec la rage au cœur qu'il quitte Imola, se promettant d'avoir sa revanche lors du prochain Grand Prix à Zolder, en Belgique. Le 8 mai 1982, ce sont les qualifications lors du Grand Prix de Belgique. Les deux Ferrari se battent pour la pole position. Didier Pironi a réussi un temps supérieur à Villeneuve, qui tente un dernier tour avec des pneus usés pour tenter de ravir la pole à Pironi. Villeneuve arrive à une vitesse folle derrière Jochen Mass, qui, le voyant arriver, se range vers la droite. Villeneuve tente une manœuvre lui aussi vers la droite. L'inévitable se produit. La roue avant de Villeneuve rencontre la roue arrière de Mass. La Ferrari s'envole, puis atterrit au sol avec une violence inouïe, suivie de plusieurs tonneaux. Villeneuve en perd son casque. Il est éjecté de la voiture et atterrit dans un grillage inanimé. À la vue de ce terrible accident, les constatations sont très claires. Malgré des tentatives de réanimation, le destin du magicien semble scellé. On le transporte à l'hôpital où son décès est annoncé durant la soirée. À quel moment Gilles Villeneuve a-t-il perdu la vie? Selon l'enquête, c'est lors du premier choc avec le sol. Villeneuve avait les vertèbres cervicales brisées. Il n'avait aucune chance de survie. Pour certains, Gilles Villeneuve s'est tué pour absolument rien. Il n'avait aucune chance de battre le temps de Pironi. L'état de ses pneus ne pouvait le lui permettre d'aucune façon. Oui, nous sommes ici dans les premières minutes de la deuxième séance d'essai chronométrée. Et Gilles Villeneuve, c'est bien entendu la Ferrari rouge, numéro 27. Et il rattrape ici Jochen Mass. Il a heurté l'arrière et on voit voilà la Ferrari qui vient de se disloquer après avoir heurté la marche de Jochen Mass. Et vous le voyez, Gilles Villeneuve n'est plus à l'intérieur de la voiture. Il a été éjecté, il est sur la droite de la piste. Voici Gilles Villeneuve. Son casque en même temps a été arraché. Alors revoici l'accident. Jochen Mass a bien vu Gilles Villeneuve qui le rattrape. Malheureusement, les deux pilotes ne vont pas se comprendre. Jochen Mass va se rabattre vers la droite. Gilles Villeneuve, lui aussi, fait la même manœuvre et c'est l'accrochage. Alors, bien évidemment, étant donné les vitesses atteintes actuellement par les voitures, font qu'en cas d'accident, la voiture qui est derrière celle de Gilles Villeneuve devient un véritable obus. La voiture, et on aperçoit sur le haut de la voiture, c'est le corps de Gilles Villeneuve qui est éjecté. Et en même temps, son casque va être arraché. Alors bien entendu, étant donné les vitesses qui sont atteintes maintenant par les véhicules, il est bien évident qu'aucun accident maintenant ne peut se passer sans dommages. Et les pilotes réclament évidemment depuis longtemps que l'on revienne sur les règlements, surtout que l'on intervienne pour supprimer les jupes, les effets de sol et tout, qui font que depuis le début de la saison, par exemple, les voitures atteignent des performances absolument qui ne correspondent plus d'ailleurs à ce que les circuits pourraient supporter. Alors, les sauveteurs qui sont arrivés ont d'abord fait des massages cardiaques à Gilles Villeneuve. Voilà le massage cardiaque, justement. On va lui faire du bouche à bouche. Et Gilles Villeneuve va être évacué sur l'hôpital de Louvain. Des images, évidemment, très... La nouvelle du décès de Gilles Villeneuve mit le Québec tout entier en émoi. Le petit-fils de Berthierville, qui s'était façonné tout seul, qui avait une confiance inébranlable en lui, celui qui faisait danser sa voiture sous la pluie, venait de rencontrer son destin dans un terrible accident. Le petit prince, comme certains le surnommaient, n'était plus. Le 12 mai 1982,
Des milliers de partisans ont assisté aux funérailles de Gilles Villeneuve à l'église Saint-Geneviève de Berthier, à Berthierville. Toute la province de Québec était endeuillée. La nation québécoise perdait un héros, un homme sans peur qui bravait tous les dangers, une bravoure qui avait fini par lui coûter la vie. Gilles Villeneuve a trouvé la mort alors qu'il n'était plus lui-même. Trahi lors du Grand Prix précédent, il avait la rage au cœur lorsqu'il s'élança sur la piste, ne pensant qu'abattre Didier Pironi. Il aurait dû lever le pied quand il a aperçu Masse, mais non, il voulait coûte que coûte continuer sur une lancée. Mais cette fois, l'équilibriste ne parviendra pas à s'en sortir. Dans l'équipe Ferrari, c'était un silence angoissant lors de ce terrible accident. Mais pouvait-il en être autrement? À plusieurs reprises, Villeneuve avait défié le bon sens. Il avait déjà roulé avec une crevaison, un autre jour avec un aileron avant qui aurait pu le tuer s'il s'était détaché. Il avait fait une sortie de piste au Japon qui aurait pu lui coûter la vie. Inconsciemment, l'équipe s'attendait à ce qu'un jour, le destin rattrape Villeneuve. Il était trop téméraire. Il n'avait aucune limite. Gilles Villeneuve inquiétait toute l'équipe et ses proches avec sa témérité. Sa femme Johanna avouera « Voilà 7 ans que je redoutais cet instant. Maintenant, ça y est, c'est arrivé. » Le 8 mai 1982, Gilles Villeneuve, le pilote de Formule 1 le plus spectaculaire de sa génération, trouvait la mort dans un terrible accident. En 67 Grands Prix, il a réussi à obtenir 6 victoires, la plupart du temps avec une voiture peu performante. Il était d'un commerce agréable avec les journalistes. Il était toujours généreux dans ses commentaires. Malgré sa renommée et sa richesse soudaine, il était resté le même. Il avait gardé les mêmes amis. Il n'avait pas oublié d'où il venait. L'équilibriste, le petit magicien n'est plus, mais sa mémoire demeure. Il ne sera jamais oublié. On n'oublie pas les légendes.